Alors, sans plus attendre, je commence par cette séance lors de laquelle nous allons considérer, étudier ce qui a été appelé le siècle d'or de la peinture espagnole. Au début du XVIIe siècle, alors attendez, il faut que mon PowerPoint suive, voilà. Au début du XVIIe siècle, le puissant royaume de la branche aînée des Habsbourg comprend de nombreux domaines: l'Espagne, les provinces des Pays-Bas, le duché de Milan, le royaume de Naples et de Sicile. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, ces zones sont colorées en rouge. C'est des peintres qui ont travaillé dans ces régions dont il va être question aujourd'hui lors de cette séance. Nous allons voir que suite au Concile de Trente et à la Réforme catholique, l'art espagnol a tenté d'établir un rapport plus direct et immédiat entre les fidèles et la divinité. Pour ce faire, il s'oriente vers un naturalisme susceptible de transmettre des préceptes moraux, comme nous allons le voir dans la première partie de ce cours. Dans un deuxième temps, nous chercherons à comprendre s'il existe un beau idéal espagnol, à travers l'étude notamment de l'œuvre de Velázquez. Et enfin, nous nous arrêterons sur la question de l'invention de l'école napolitaine. Le naturalisme en peinture, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans ce cours, consiste à imiter la nature sans l'idéaliser, ce qui, dans un certain sens, est impossible. Giovanni Bellori, dont vous voyez le portrait ici par Carlo Maratta, dans ses vies, explique que le naturalisme des peintres, comme vous le verrez, comme nous en avons déjà parlé, qu'il n'apprécie que fort peu, le naturalisme des peintres comme le Caravage, le problème est que, selon le théoricien, et qu'en imitant la nature de manière trop proche, ils sont tributaires du sens de la vue et nuisent ainsi à la noblesse de la peinture. Et au contraire, pour Bellori, la peinture doit reposer sur une sélection dans la nature, puis une combinaison des plus belles formes, afin d'arriver à ce qu'on appelle le beau idéal, dont il a été question dans le chapitre précédent. Au contraire, les peintres dont il va être question à présent s'intéressent aux objets, mais aussi aux gestes du quotidien, de manière à s'approcher du monde des idées, aussi bien intellectuelles que religieux. Donc, nous allons commencer cet horizon par cette œuvre de Jan Bruegel l'Ancien, qui est datée du début du XVIIe siècle. La peinture d'objets inanimés se développe dans la peinture dans l'Europe du Nord, des Pays-Bas catholiques, sous domination espagnole, je vous le rappelle. Jan Bruegel, notamment, s'est spécialisé, entre autres, dans la peinture florale, dont ici, cette toile est un exemple. Il est un peintre et dessinateur flamand, fils de Peter Bruegel l'Ancien, dont nous avons déjà parlé dans un chapitre précédent. Après un long séjour en Italie, il rentre à Anvers et ouvre un atelier. Il est aussi nommé peintre de cour des gouverneurs des Pays-Bas des Habsbourg, l'archiduc et la duchesse Albrecht et Isabelle. Et on connaît une vingtaine de tableaux de bouquets de fleurs qui lui sont attribués, comme celui-ci. Au milieu du XVIIe siècle, on va commencer à appeler ce type de composition still leven, c'est-à-dire modèle inanimé. C'est un mot qui va apparaître dans les inventaires hollandais pour qualifier ce type de tableau. Alors, celui-ci, celui que je vous présente aujourd'hui, est réalisé vers 1606 et est composé, vous pouvez le voir à l'écran, de nombreuses espèces, tulipes,
rose, lys, iris, narcisse, jonquille et j'en passe. Toutes ces fleurs se détachent sur un fond très sombre, ce qui permet de les faire ressortir, de les mettre en valeur. Et on remarque aussi que le point de vue adopté par le peintre est en légère plongée. Le cadre est assez serré. D'ailleurs, certaines fleurs semblent paraître hors cadre. Ces effets qui participent aussi à mettre en valeur ce somptueux bouquet de fleurs. Donc le peintre propose ici comme une espèce d'encyclopédie d'espèces florales rares et cela peut témoigner dans un premier temps d'un goût de l'époque pour un intérêt scientifique pour la botanique, pour la description, pour la classification des espèces, mais aussi un goût pour l'horticulteur de la part des contemporains. On sait d'ailleurs que certains allaient jusqu'à dépenser des fortunes pour acheter des bulbes de tulipes en Hollande. Alors, il ne faut pas oublier pour décrire ce tableau les fins esthétiques qui motivaient probablement le peintre, qui met ici en avant sa virtuosité, l'habileté de son style. Ce sont des éléments assez importants pour comprendre ce type de composition. Pour autant, malgré un certain souci de naturalisme dans la représentation de chaque espèce florale, comme je viens de le dire, ce bouquet est complètement artificiel. C'est-à-dire, il s'agit d'une reconstitution d'atelier, dans le sens où les espèces qui sont ici représentées fleurissent à des saisons différentes et surtout dans des zones géographiques différentes, donc il est très très peu probable de les voir réunis au XVIIe siècle dans un même bouquet. Alors, comment le peintre a-t-il réalisé? Sur quel modèle s'est-il fondé? Très certainement, il a utilisé des recueils de planches gravées, des recueils botaniques, comme ici celui-ci, illustré par Peter van der Bosch, ou bien on peut rapprocher aussi ces bouquets de fleurs des œuvres de l'enlumineur flamand Joris Hansnagel, dont vous voyez ici quelques exemples et dont nous avons parlé, je vous le rappelle, dans un précédent chapitre de ce cours. En effet, il est peut-être ici intéressant de rappeler que depuis 1591, Joris Hansnagel avait travaillé pour la cour de l'empereur Rodolphe II, on l'a déjà vu, et en 1604, on sait que Bruegel séjourne à Prague et notamment qu'il a visité la cour de Rodolphe II. Alors, je parlais de bouquets artificiels, également artificiels dans le sens où les lois de l'apesanteur empêcheraient un tel assemblage, car en effet, vous voyez, les fleurs les plus grosses sont placées au sommet de la composition, alors que les fleurs plus petites sont à la base. Plusieurs historiens de l'art se sont intéressés ou se sont plutôt prêtés à l'exercice de l'interprétation face à ce type de tableau. Alors, une première interprétation possible, en examinant ces fleurs fanées éparses tombées sur la table, on pourrait penser qu'il s'agit ici d'une allusion au caractère éphémère de la vie, ce qui ferait du tableau une vanité, c'est-à-dire un tableau, un message moralisateur religieux. On peut ajouter dans ce sens la présence du papillon que vous voyez ici au centre du détail que je propose à l'écran, puisque le caractère éphémère de l'existence du papillon
pourrait aussi renvoyer à cette même idée de précarité, de fugacité de l'existence humaine, donc ce qui définit ce qu'on appelle la vanité. Pour certains, le papillon est au contraire plutôt renverrait plutôt au thème de la résurrection, puisque papillon, psyché en grec, signifie à la fois âme et papillon. Pour d'autres, ce tableau, dont je vais ici remettre une image plus large, serait une célébration de la nature. En effet, pour ces historiens et historiennes de l'art, la toile est aussi envisagée dans le contexte de la contre-réforme et de la croyance de l'époque selon laquelle toutes les créatures terrestres et la diversité des espèces seraient des révélations de Dieu. Et ainsi, en étudiant, en acquérant une connaissance scientifique de la nature, cela amènerait à se rapprocher de Dieu et à mieux connaître Dieu. En effet, il faut rappeler ici que malgré l'éloignement géographique des souverains espagnols, les Pays-Bas du Sud, dont la Flandre, où travaillait Bruegel, sont catholiques et appliquent les principes de la contre-réforme dont nous avons déjà parlé à de nombreuses reprises. Juan Sánchez Cotán, formé à Tolède, dans la tradition iconographique de la contre-réforme dont je viens de parler, peint ce tableau au début du XVIIe siècle, en 1602. C'est l'une des premières fois qu'un artiste représente sur la toile seulement des objets de la vie quotidienne, ici liés à l'alimentation, comme vous pouvez le constater. Il représente sur la toile des fruits et gibiers suspendus à des fils. On peut voir des citrons, 7 pommes attachées ensemble, un chardonneret, un moineau, 2 perdrix. Vous voyez 6 petits oiseaux, probablement des ortolans, attachés sur une canne de bambou, 3 carottes, quelques radis et un cardon posé sur le parapet, sur la droite de la composition. Ces éléments, vous le voyez, sont sans grand intérêt. Ils ressortent sur un fond très sombre, un fond noir. Et il est peut-être ici important de dire dès à présent que le peintre va reprendre à plusieurs reprises cette formule en changeant les fruits et légumes. J'en ai choisi un ici, conservé au musée d'art de San Diego. Par cette mise en scène sur des toiles de grand format, vous le voyez ici, ce tableau mesure 68 cm sur un peu plus de 88 cm, et aussi grâce à un éclairage puissant arrivant de la gauche et créant des ombres très noires. Ces objets, je vous le disais, assez banals du quotidien, ces légumes, ce gibier, acquièrent un fort effet de présence et même une certaine monumentalité. Ce qui est un peu en contraste et un peu étonnant pour des objets du quotidien. Ces objets, vous le voyez à l'écran, sont peints avec un grand souci de précision. On peut encore une fois ici parler de naturalisme jusqu'au moindre détail. Je vous propose ici un détail jusqu'au le moindre poil de carotte ou veine des feuilles du citronnier sont représentés. Et ce souci de naturalisme associé au traitement en clair-obscur ont amené certains historiens de l'art à comparer cette œuvre à celle du Caravage. Et on peut d'ailleurs noter que comme dans la corbeille de fruits du Caravage, que vous voyez ici présentée à droite de l'écran,
Comme dans l'œuvre du Caravage, donc la carotte qui est figurée en raccourci, ainsi que les racines, les radis, débordent du cadre, projetant par effet de trompe-l'œil leur matérialité dans l'espace du spectateur. Un peu comme évoqué tout à l'heure, la composition est complètement artificielle, elle est très réfléchie, très géométrisée. Vous voyez à l'écran le choix des emplacements et des aliments sont traités un peu à la manière de volumes géométriques qui dépendent de considérations essentiellement formelles, très étudiées, très réfléchies encore une fois. On peut faire la même remarque sur ce tableau représentant du melon, un chou et un concombre sur la droite. Tous ces éléments sont ainsi représentés les uns à côté des autres dans une grande sobriété et avec un grand soin de lisibilité. Alors, comment ont été interprétées ces compositions? Plusieurs hypothèses ont été proposées pour comprendre ces tableaux énigmatiques, qu'à première vue, ces tableaux semblent ne pas contenir d'allusion à la vanité, allusion dont je vous parlais tout à l'heure pour le tableau de Bruegel. Aucun élément ne semble faire référence ici à une vanité. Mais donc pour certains spécialistes, il s'agirait ici d'une ode à la nature, hantée par la présence de Dieu. Je m'explique. La vision de ces créations de Dieu, parmi les plus simples, encore une fois, les plus banales, inviterait, si vous voulez, à une sorte de méditation. Et pour soutenir cette thèse, les spécialistes se sont appuyés sur la biographie du peintre, dont on sait qu'il s'est retiré dans un monastère chartreux de Grenade quelques mois avant de peindre ce tableau. Il s'est retiré dans ce monastère en 1603 et il est devenu frère converse à l'âge de 42 ans. L'ordre des chartreux dont il est question avait une règle très rigoureuse. Ils partageaient leur temps entre prière, étude, méditation, dans le silence, et donc la toile, selon certains encore, aurait pu servir de support à la méditation des moines. Alors, selon une autre hypothèse, certains donc, ont évoqué à propos de ces œuvres une ode à la peinture en tant que reconstruction du réel. C'est-à-dire que les objets figurés sur un fond noir, dans une organisation, encore une fois, complètement artificielle et très structurée, géométrisée, pensée, sont décontextualisés de leur environnement naturel, qui consisterait par exemple ici à une cuisine, on est loin de représentation d'une cuisine, et ainsi sont présentés comme des objets uniquement offerts à la contemplation. Et donc, ces tableaux seraient créés comme pour la contemplation esthétique, mais aussi comme une mise en scène de la tension et des réflexions de la peinture espagnole autour de ce que devrait être un tableau. Ici, le cadre, ou plutôt le cadre qui est formé par cette niche rectangulaire dans l'embrasure de laquelle sont posés les légumes, permet à l'artiste de représenter comme un tableau dans le tableau. Cette niche semble formée comme un cadre. Et par exemple, l'historien de l'art Victor Stoïkita, qui a réfléchi à ces questions de représentation, de réflexion autour de la peinture espagnole à travers cette composition, il a noté que sur ce mur cadre, la présence de la signature de l'artiste, que je vous présente ici
en gros plan, qui est, selon l'historien de l'art, une façon pour le peintre de dire: ce tableau est une composition artificielle, résultat de ma réflexion sur mon métier. Passons à présent à une œuvre de Francisco de Zurbarán, ici un Saint François en prière, réalisé entre 1635 et 1639. Comme l'œuvre précédemment étudiée, cette composition est aussi basée sur des formes géométriques. Le peintre, dans une simplification des moyens plastiques et une schématisation de la composition, montre ici une autre façon, une autre forme du naturalisme. Alors, je vous le disais, ce tableau, pardon, a été daté entre 1635 et 1639, car il a été rapproché de cet autre tableau du même peintre, assez proche, représentant aussi Saint François, comme vous pouvez le voir, et qui est cette fois signé et daté sur un petit cartel, un cartellino en bas à droite. Et donc l'œuvre est datée de 1639. À la différence de l'œuvre qui va nous occuper dans les 10 minutes qui suivent, ici, vous voyez le sang représenté dans un paysage. Alors, le thème a été représenté à plusieurs reprises par le peintre. Je vous propose ici une autre toile de Zurbarán qui est conservée au musée de Lyon, représentant encore une fois Saint François. On peut insister aussi ici sur la composition très, très géométrique basée sur le triangle. Le peintre espagnol avait installé son atelier à Séville en 1629 et c'est depuis cet atelier qu'il répondait à de nombreuses commandes de différents ordres religieux. Alors, dans notre toile ici, Saint François est représenté en prière, vous le voyez, agenouillé, de 3/4, revêtu de la robe de bure qui est déchirée au niveau du coude. La robe est nouée à sa taille grâce à la corde à 3 nœuds qui est caractéristique du saint. Et il penche la tête vers le haut, la bouche légèrement ouverte, les mains jointes, et il tient contre lui un crâne, symbole de la mort. On doit souligner ici, dans cette analyse du naturalisme de la peinture de Zurbarán, la précision dans le rendu de la matière de la robe, notamment au niveau du coude, vous le voyez sur le détail à droite, de la partie élimée du vêtement, qui rend compte, encore une fois, d'un fort souci de représenter la réalité, un fort souci de naturalisme du peintre. Le fondateur de l'ordre est éclairé par une lumière puissante provenant de la gauche, encore une fois, qui crée des ombres très, très foncées. Son visage est à moitié caché par l'ombre. L'effet de clair-obscur rappelle encore une fois les œuvres du Caravage et participe au caractère monumental et sculptural de la figure, ainsi qu'à son effet de présence, et donne au tableau un caractère, une dimension, une tension dramatique. Remarquons encore que la palette utilisée par le peintre est resserrée autour de troncs bruns, créant ainsi un camailleux. Le saint est représenté sur un fond neutre et uniforme, le cadrage étant assez serré. Et il en résulte, si vous voulez, une œuvre qui emprunte d'un certain mystère, une grande spiritualité, et voire même de mysticisme. Encore une fois, pour comprendre ce tableau, il faut se référer, il faut le remettre dans le contexte de la contre-réforme.
les artistes étaient invités à représenter les différents fondateurs d'autres religieux, dans la plus grande ferveur, comme ici, dans des compositions à effet efficace. L'idée est de pouvoir, de chercher, de tenter à émouvoir le spectateur et ainsi à encourager sa dévotion. Et donc ici, le fort clair-obscur, tout comme les yeux levés au ciel et la bouche entr'ouverte du saint, font penser à une œuvre de José de Ribera, que vous voyez ici à l'écran, Saint Jérôme en pénitence, qui a été peinte à peu près dans les mêmes années. Et c'est d'ailleurs de ce peintre, José de Ribera, dont il va être question à présent. Voilà, cette toile qui a été peinte en 1639, au départ a été identifiée comme un saint Bartholoméo. On a pensé à l'apôtre Bartholoméo car José de Ribera a peint à plusieurs reprises ce saint, comme vous pouvez le voir ici sur ces deux images à l'écran. Mais dans l'œuvre qui nous préoccupe ici, il manque le couteau et donc il s'agit en fait en réalité de l'apôtre Saint Philippe, qui est un des premiers disciples du Christ, qui a prêché en Grèce, en Phrygie, en Syrie, et qui est mort à Hiérapolis, lapidé et ensuite crucifié. C'est ce qu'on voit ici, le préparatif à sa crucifixion. Et pourquoi avoir choisi ce martyr de Saint Philippe? Probablement parce que Saint Philippe est le saint patron du roi espagnol Philippe IV. Et ce tableau est très vraisemblablement une commande du duc de Medina de las Torres, qui était vice-roi de Naples, comme cadeau, une commande pour être offert en cadeau au roi Philippe IV d'Espagne. Donc, il paraît logique de représenter ici son saint patron. Le peintre José de Ribera s'est installé à Naples, qui encore une fois, je vous le rappelle, était sous domination espagnole, alors qu'il était assez jeune, il avait 25 ans, en 1616. Il s'installe dans la ville après un séjour à Rome, lors duquel il a rencontré, travaillé avec de nombreux peintres, notamment des peintres proches de l'esthétique du Caravage. Et évidemment, son origine espagnole a dû aider à favoriser les faveurs auprès du vice-roi d'Espagne, encore une fois, qui est le commanditaire de ce tableau. Alors, dans ses premières œuvres, José de Ribera adoptait de forts clairs-obscurs, comme ici par exemple dans le Reniement de Saint-Pierre, qui est daté de 1615. Vous reconnaissez ces couleurs, ces clairs-obscurs proches des œuvres du Caravage. Mais ici, la palette s'est considérablement éclaircie. Le peintre a choisi de représenter un moment précis, le moment précédant la crucifixion. Il s'agit des préparatifs conduits par trois bourreaux qui sont en train, vous voyez, de hisser le corps du saint. Et on peut peut-être rapprocher ce tableau d'un tableau du Caravage dont vous avez déjà croisé dans ce cours, représentant non pas Saint-Philippe ici, mais Saint-Pierre. Le choix avait été aussi fait de représenter les préparatifs, le moment précédent la crucifixion. Alors, pourtant, la manière de Ribera est ici assez différente de celle de Caravage. Il va utiliser une touche avec des empâtements beaucoup plus épais. Et à la manière des peintres coloristes, il a une attention assez particulière portée au rendu des chairs. Et on voit ici l'intérêt que Ribera a porté durant ses voyages en Italie à des peintres coloristes comme Titien,
Van Dyck ou Rubens. Donc, dans notre tableau, on voit autour du saint une foule de curieux qui regardent la scène avec plus ou moins d'empathie d'ailleurs. On note en bas à gauche de la composition un personnage admoniteur, la femme qui tient un enfant dans les bras et qui regarde tristement le spectateur. La vue est en contre-plongée avec un horizon très bas qui confère à la composition une certaine monumentalité. Afin de structurer l'espace, le peintre court à des éléments horizontaux et verticaux que sont par exemple la croix en bois ou les éléments d'architecture sur la droite, ce qui donne une certaine stabilité, alors que les personnages principaux, eux, s'inscrivent sur des diagonales dynamiques. Et le peintre insiste ici dans cette scène sur la violence physique de l'événement. On voit ici les yeux rougis et levés au ciel du saint, empreints de douleur. Par ailleurs, le corps est exagérément allongé, attiré, et quelque peu même disproportionné par rapport à la tête, pour montrer la tension des muscles et également pour rendre ce sentiment de douleur. On peut ici peut-être aussi faire un parallèle dans le choix de la pose du corps avec l'antique du Laocoon, on a déjà parlé à de nombreuses reprises. Même si on ne peut pas complètement parler d'une citation, on peut faire un parallèle avec ce que l'artiste, et on sait que l'artiste avait étudié cet antique à Rome, cet antique qui est le modèle excellent de la douleur à la période moderne. Et ce traitement de la composition ajoute à tout cet effet dramatique. Alors passons à un autre artiste espagnol, Bartolomé Esteban Murillo, qui a travaillé, lui, à Séville, où il est demeuré durant toute sa carrière. Et il va représenter des scènes de la vie quotidienne, comme ici, un jeune enfant en vêtements déchirés, en haillons, qui est représenté appuyé contre un mur, en train d'enlever en train de s'enlever des puces ou des poux, installés dans une pièce obscure. Au sol, vous le voyez, on peut voir un panier en paille et quelques épluchures de crevettes, quelques pommes. C'est un sujet très banal, presque répugnant, on pourrait dire, mais qui a été traité par le peintre avec un souci esthétique sensible, notamment par cet effet de clair-obscur, par la grâce de la pose de l'enfant, aussi par la blancheur de la peau de l'enfant. On pourrait, dans ce souci d'esthétiser la représentation, on pourrait aussi parler de la présence de ce vase en bas à gauche de la composition, à la forme symétrique épurée. Et d'ailleurs, c'est un vase qu'on retrouve dans plusieurs des compositions de l'artiste. Alors, c'est un tableau qui est peint assez tôt dans sa carrière, entre 1645 et 1650. Il va représenter à d'autres reprises des enfants des rues. Par exemple, ici, ces deux enfants sont en train de manger du melon et du raisin. Il est intéressant de noter qu'il y a le thème commun à chaque fois et la question de la nourriture. D'autres peintres espagnols ont choisi de représenter ces sujets de jeunes garçons errants, comme par exemple ici ce tableau de Ribera intitulé Le Pied-Beau et qui est daté de 1642. C'est un sujet, le jeune enfant pauvre, qui est aussi fort apprécié dans la peinture flamande. Alors revenons à notre tableau qui est traité, je vous le disais tout à l'heure, hein, dans un fort clair-obscur qui d'une certaine manière fait penser aux œuvres du Caravage.
et qui est encore une fois éclairé par la gauche, créant des ombres très fortes et conférant à l'ensemble une dimension dramatique. Ici aussi, la palette adoptée est resserrée autour de tons bruns. On peut parler aussi de camailleux, d'effets de tout ensemble, d'effets d'harmonie chromatique de la scène. Et ce souci de naturalisme, comme chez Caravage, se caractérise dans cette toile par ses pieds représentés au premier plan, salis par la poussière. Et on peut d'ailleurs comparer notre tableau avec cette scène, alors pour le coup ici religieuse de Caravage, ce tableau intitulé La Madone des pèlerins, où vous voyez au premier pied représenter aussi ses pieds salis par la poussière. Alors, reste à savoir maintenant par quels moyens Murillo connaissait les œuvres du Caravage, puisque apparemment, il n'a jamais voyagé en Italie, il ne s'est pas rendu en Italie, il est resté en Espagne. Et il semble qu'il avait connaissance des forts effets de contraste entre les parties éclairées et les sombres, et le naturalisme par l'intermédiaire de peintres comme Zurbarán, dont on vient de parler, ou encore de Ribera. Donc, pour finir sur cette première partie du cours, les peintres dont nous avons parlé combinent plusieurs caractéristiques. Un goût pour le clair-obscur, influencé plus ou moins directement par les œuvres napolitaines du Caravage et qui augmente l'expressivité et la dramatisation. Un goût aussi pour le naturalisme, les effets du réel, des cadrages souvent assez resserrés et aussi un certain mysticisme. C'est dans ce contexte, dans ces conditions, que commence à travailler le peintre Diego Velázquez, dont il va être à présent question dans la deuxième partie de ce cours. Thank you.